Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette conférence qui est la dernière de la session d'automne, mais elle va se poursuivre à la session d'hiver. D'ailleurs, je vous invite à vous inscrire pour les personnes qui ne le sont pas, à vous inscrire sur notre liste d'emploi. Vous êtes abonnés à notre infolette de sorte que vous serez avisés des conférences à venir. Alors, ce soir, nous recevons Elisabeth Diane Labelle, que moi j'ai connue sous le nom de Diane. Et ça me fait très plaisir qu'elle ait accepté de venir parce que c'est un intérêt qui était manifesté à plusieurs reprises, de mieux connaître, comprendre la bispiritualité et peut-être parce qu'on en a entendu parler davantage dans les récentes années, donc il y a beaucoup de curiosité par rapport à ça, par le biais de l'acronyme. Je suis très contente qu'elle ait accepté. Alors, Diane est directrice du premier centre d'éducation aux adultes anglophones au Québec, situé à Kahnawake. Elle et sa conjointe ont choisi de vivre ouvertement sur la réserve avec leurs 2 enfants. Ensemble, elles donnent des représentations et des ateliers sur la bispiritualité depuis plus d'une vingtaine d'années afin de rejoindre les jeunes de Premières Nations, leurs familles et leur communauté. C'est pas indiqué ici, mais il y a un classique qui est Meilleur pas que c'est la belle, qui est un texte classique de base sur le sujet, un des premiers qui a été publié, je crois. C'est ça, je tiens à le rappeler. Je vous laisse tout de suite la parole. C'est la place des conférenciers. Merci. Merci d'être venu m'inscrire dans le monde le soir, après une journée, j'imagine, très occupée pour tout le monde. Il fait froid aussi ce soir, il y a de la neige maintenant. Peut-être qu'on va aller rejoindre le restant du Canada pour avoir un peu de neige pour l'hiver. Alors, merci Lynn d'avoir présenté. Ça fait plusieurs décennies qu'on travaille sur les présentations concernant la bispiritualité. Certainement auprès des gens qui portent intérêt, mais surtout auprès des jeunes qui sont dans nos communautés, qui vivent la réalité de jour en jour et qui trouvent ça très difficile aussi de vivre leur réalité. On a eu la chance de travailler avec un groupe en particulier pendant 7 ans maintenant. Et ça veut dire qu'à chaque fois qu'on les voit pour une semaine de temps, on a la chance vraiment de faire beaucoup plus de travail avec eux afin qu'ils puissent retourner dans leur communauté et non seulement s'afficher comme personnes spirituelles, mais aussi de reprendre des rôles très importants dans la communauté, des rôles traditionnels, mais aussi des rôles plus modernes dans la vie, le développement de nos communautés. Alors, je suis très contente d'être parmi vous ce soir. Ce n'est pas généralement la structure d'une classe ou la structure d'un local que je préfère. C'est certain que moi, j'aime beaucoup briser les boîtes et refaire les choses à la méthode plus indigène. Parce que nous, on a vraiment une approche très différente. Mais ce que j'aimerais faire ce soir, c'est au moins de commencer de débuter avec une des valeurs les plus importantes que nous avons, c'est vraiment la relation, de venir à se connaître. Alors, j'aimerais faire le tour de la salle et vous donner la chance au moins de vous présenter. Peut-être que c'est un bout aussi de votre intérêt et la raison pour laquelle vous êtes ici. Et nous y allons toujours. Alors, nous allons procéder du côté moi, qui veut dire au sens inverse de l'horloge. Je suis un peu confuse ce soir, fait que je vais vous demander de m'excuser un peu. Oui, c'est surprenant cet atelier cet été parce qu'on ne s'attendait pas à un si grand nombre d'individus dans la salle et si on a reçu l'avance, on aura demandé une grande salle parce que c'était pas mal difficile à bouger dans la salle par bout, surtout avec l'activité qu'on avait planifiée. C'était vraiment une belle ouverture aussi d'être capable d'en parler avec les anciens, les aînés qui étaient là, qui ont aussi participé à l'atelier.
Et que ça nous donne toujours, pour moi, les deux individus en particulier, comme aînés, Sylvia Miracle et Albert McCall, qui, ça fait des années qu'on les connaît, mais c'est rare qu'on a la chance de se voir face à face et d'avoir l'appui de nos aînés, surtout des aînés spirituels. Parce que chez nous, les aînés jouent des rôles très importants. Ce sont nos guides, ce sont les individus à qui on s'adresse s'il y a de la difficulté, si on a besoin un appui ou peut-être une direction quelconque. Et puis, malheureusement, les aînés bispirituels, il y en a très peu qui sont reconnus ouvertement à travers le pays ou à qui on a accès régulièrement. J'ai eu la chance de voir Sylvia un petit peu plus souvent dernièrement, simplement parce que ma conjointe travaille à l'Université de Toronto et que Sylvia habite à Toronto. Alors, quand elle fait des voyages à Toronto, je tente de l'accompagner pour être capable d'avoir le temps avec elle. Mais c'est certain que, comme plusieurs individus dans nos communautés, on travaille beaucoup dans le domaine. Alors, souvent, la vie nous empêche, le travail nous empêche vraiment de se voir, de s'alimenter, en effet, de connaissances. Alors, c'était pour moi un bel atelier pour ça aussi. Et de rencontrer enfin un jeune, que je dirais, aîné, à cause de ses connaissances. Ça fait des années et des années que j'entendais parler de lui ou que je suivais son cheminement au Saskatchewan et Jack Saddleback. J'ai enfin eu la chance de le rencontrer et j'aimerais bien avoir le temps de passer une fin de semaine au complet juste à lui parler parce que tellement c'est un esprit ancien. C'est un esprit qui, malgré son jeune âge, qui a beaucoup à nous montrer. Alors, si jamais vous avez la chance de l'entendre parler ou de le visiter au Saskatchewan, je vous encourage beaucoup de le faire. Il y a tellement de choses à vous apprendre. Alors, je vois plusieurs personnes qui peut-être ont des connaissances un peu, une sensibilisation au thème de bispiritualité. Mais je vais assumer aussi qu'il y en a plusieurs dans la salle qui connaissent très peu sur la bispiritualité. Alors, on va y aller avec un bispiritualité 101. On va commencer un peu à expliquer peut-être l'historique, ainsi que de discuter de qu'est-ce qui s'est passé à travers l'histoire qui a fait qu'on est rendu à une différente place et que les vies spirituelles sont devenus un petit peu plus invisibles, mais vraiment on était tourné aussi d'un cheminement, ce qui est très intéressant. Alors, pour comprendre la bispiritualité, il faut vraiment penser qu'il y avait un monde complètement différent avant l'arrivée des Européens. C'est certain que ceux qui sont arrivés de l'Europe sont venus à un temps spécifique dans l'histoire, mais que quand ils ont rencontré les gens ici qui habitaient déjà, ils ont eu de la difficulté à comprendre comment ils pouvaient vivre de la façon qu'ils vivaient et ils n'avaient pas non plus la capacité de comprendre l'aspect spirituel qui joue dans nos vies constamment. Chez nous, il n'y avait pas une question d'un homme ou d'une femme, parce que nous, on vivait dans une société vraiment unifiée. Le cercle est souvent utilisé pour représenter les communautés de Premières Nations. Il y a une raison très importante pour ça, parce que le cercle nous apprend beaucoup de choses. En particulier, le cercle nous rappelle à tous les jours que chaque personne de la nation, de la communauté, fait partie de la circonférence du cercle. Chaque point est rattaché à l'autre point autour de la circonférence. Et en plus, chaque point a une responsabilité non seulement à soi-même, mais à tous les autres points le long de
tour du cercle. Et le cercle nous démontre aussi quelque chose de très important, c'est que chaque point le long du cercle est à égale distance du centre du cercle. Et au centre du cercle, ce sont nos enfants, c'est l'avenir, ce sont nos médecines. Le long du cercle, nous sommes responsables pour assurer que le cercle garde sa forme. Ce qui veut dire que chaque individu est responsable pour son bien-être. Parce que si nous avons une faiblesse à l'intérieur de nous, ça affecte tous les autres points le long du cercle. De plus, c'est important qu'il n'y ait personne qui se voit au-delà du cercle, se voit mieux que les autres. Peu importe l'âge. Une des choses qu'on a discuté avec ceux qui sont en train d'étudier la petite enfance chez nous présentement, c'est qu'il faut vraiment avoir le même respect pour un enfant. Pourquoi un enfant, un aîné, quelqu'un qui est plus âgé, on a tous le même droit au respect, on a tous la même possibilité d'avoir une voix. C'est très important de reconnaître que tout le monde se trouve au même point d'égalité. Ce qui voulait dire que nous, on ne faisait pas la distinction entre l'homme et la femme. En effet, dans plusieurs de nos langues, il n'y a même pas une question de genre. Alors, les Européens, une fois qu'ils sont arrivés, ils étaient un peu confus de voir qu'il y avait des personnes qui agissaient, qui étaient masculines ou mâles, et puis qu'ils fonctionnaient comme des femmes. Ou l'inverse. Ou encore plus qu'on voyait les habits qu'on portait et que c'était vraiment pas représentant de leur vision de l'homme et de la femme. Parce que c'était vraiment ouvert et on pouvait faire ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait porter, c'est la façon qu'on voulait s'afficher. Et même en termes de relations sexuelles. Ce n'était pas prédéterminé qu'il devait y avoir des actes hétérosexuels et homosexuels, bisexuels. Il n'y avait pas de catégorie. C'était vraiment une expression sexuelle. Et tant que c'était respectueux, personne faisait ou apportait attention à ces relations. En plus, les femmes étaient sur le même pied d'égalité que les hommes. Alors, il n'y avait aucune distinction. Mais les Européens, eux, voyaient ça très intéressant surtout parce que les premiers contacts ont été faits ici au Canada surtout, avec les communautés qui étaient plus à l'Est. Alors, les Mi'kmaq et chez nous, chez les Iroquois. Et chez nous, ce sont les femmes qui prennent les décisions. Les mères de clan sont importantes. C'est eux qui s'assoient et qui décident quoi faire et comment présenter les choses à la communauté en général et ensuite au conseil des différentes banques. Et ils choisissaient alors les hommes comme porte-parole. Alors les Européens, eux, ont deviné alors que c'était les hommes qui avaient le pouvoir, qui était vraiment le contraire. Qu'ils étaient seulement porte-parole. Alors, ils refusaient même de parler à une femme. Ils disaient, envoyez-nous votre chef. Mais le chef, ça peut être une femme, un homme, peu importe. D'accord? Alors, c'est là où a commencé cette idée qu'en venant d'Europe avec leurs idées de la dominance masculine, qu'ils ont apporté ça chez nous et qu'ils ont utilisé, ils ont vu leur vision, ils ont aperçu ce qui se faisait ici et ont interprété avec leurs yeux, sans vraiment comprendre. Dans certaines nations même, on voyait qu'on avait identifié, les anthropologues, les historiens ont identifié jusqu'à 8 différents genres. Et c'était basé sur vraiment ce qu'ils avaient vu comme étant, ou basé sur leurs expériences, pour être capable d'identifier les rôles qu'on avait vus. Alors, on voyait des gens qui étaient typiquement mâles, masculins. Alors, le guerrier, le chasseur, le père de famille. Et on voyait aussi les femmes.
Mais on avait aussi des individus qui n'étaient pas typiquement hommes. D'accord? Alors, une femme qui pouvait devenir guerrière et qui était acceptée comme guerrière, mais aussi qui était acceptée dans le milieu social des hommes. L'inverse, la femme et l'homme qui faisait la même chose, qui préférait vraiment rester au village ou rester dans le village lui-même pour s'occuper des enfants, pour faire partie du milieu social des femmes, c'était ce qu'il préférait faire. On avait ce qu'on appelait des hommes-femmes, alors ceux qui pouvaient jouer les deux rôles. Et une journée, peut-être, elle était guerrière, une autre journée, elle restait et elle s'occupait des enfants. C'est du même pour l'homme-femme, la femme-homme. Et c'est certain qu'on reconnaissait alors l'aspect de l'orientation sexuelle ou préférence sexuelle, même gay, lesbienne, et ceux qui maintenaient aussi une hétérosexualité, mais qui s'habillaient en homme ou en femme. Alors, c'est de la façon qu'ils ont identifié ces différents genres. Mais en réalité, c'était seulement une expression de ce qu'on acceptait dans la communauté. Tout était accepté. Les rôles sociaux étaient beaucoup plus importants que la biologie. Alors, ton corps, chez nous, n'est qu'une enveloppe, un gant. Je parlais tout justement à mon neveu de ça cet après-midi. Alors que c'est une partie biologique qui a une vie. Il y a un temps de vie. Qui, avec le temps, ça devient plus vieux, plus faible, et enfin, va disparaître. Mais ce qui est plus important, c'est l'esprit. Ce que tu apportes dans le présent et dans l'avenir. C'est ton rôle, le rôle social. Alors, nous, on définissait les individus basés sur le rôle qu'ils jouaient dans la communauté. Et il faut dire que les rôles n'étaient pas aussi ancrés, n'étaient pas définis d'avance. On maintenait toujours cette question d'égalité. Et il y avait aussi parmi tous ces individus des membres de la communauté, des individus très spécifiques. On reconnaissait comme les individus bispirituels. Ces individus étaient, on les considérait comme des individus ou des personnes transformées. Parce qu'ils étaient capables de transcendre, c'est ça en français? Transcendre leur biologie complètement, ainsi que le monde présent pour être capable d'avoir une vision plus agrandie du monde. Alors, d'une certaine façon, on disait que si on pouvait vivre complètement dans le monde spirituel, pas constamment, mais à certains moments, qu'on pouvait ensuite gagner une vision plus agrandie du monde, parce qu'on avait une différente perception du monde, on voyait ça d'ailleurs, et qu'en plus, on pouvait avoir contact avec les esprits de ceux qui étaient déjà partis ou qui faisaient partie de l'autre monde. Alors, on pouvait dialoguer avec eux pour même avoir encore plus de connaissances. Alors, c'était des individus à qui on confiait la tâche de nous guider, de nous donner des indices de qu'est-ce qu'on devrait faire. C'était des conseillers, c'était des visionnaires, des hommes de médecine, les chamans. Alors, ils jouaient ces rôles-là très importants. Et en plus, c'était eux à qui on confiait la tâche de garder les traditions et les cérémonies. Parce qu'ils reconnaissaient aussi qu'avec le temps, avec chaque génération, on en perd un petit peu plus. On oublie, on a une mémoire limitée. Et après 3 générations, on dit que même là, on perd la mémoire active de quelque chose, la mémoire présente de quelque chose. Alors, pour eux, étant donné qu'ils étaient tellement connectés à l'esprit et le monde spirituel, il n'y avait pas de chance qu'on perd ces traditions et ces cérémonies. Fait qu'on leur confiait cette tâche-là.
Parce que chez nous, et même aujourd'hui, j'étais pour faire un retour, mais je ne l'ai pas fait. C'est que la diversité est perçue comme un atout. À tous les jours, nous débutons avec, j'aime pas utiliser le mot, mais prière. Et vraiment, c'est un discours qu'on apprend à l'école. J'aime pas ça non plus, parce que la seule raison qu'on fait ça, c'est parce qu'on l'a perdu, fait qu'on tente de ramener ça. Mais c'est vraiment des paroles de remerciement à la création pour tout ce qu'elle nous apporte. Et ce qui est très important dans tout ça, c'est de toujours reconnaître la diversité de toutes les choses. Parce que c'est avec la diversité que la vie peut continuer. Alors, on démontre ça régulièrement avec les enfants quand on leur montre le Thanksgiving Address, ou Handu Gariwadekwa qu'on appelle. Et c'est vraiment des paroles qu'on utilise, on est supposé de le faire en s'ouvrant les yeux le matin, mais des fois, vite aller aux toilettes, surtout quand on est plus vieux, on oublie de faire ça la première chose en se levant. Mais ça se fait et on en parle et on a une base, mais on agrandit la base tout dépendant de l'individu. On peut utiliser nos paroles aussi pour le faire. Mais l'idée, c'est de reconnaître tout ce qu'il y a autour de nous qui est très diversifié. À l'intérieur du cercle, il n'y a pas seulement les êtres humains ou les personnes de la communauté qu'on reconnaît. Nous, nos relations sont avec tout ce qui existe. Parce qu'il y a un esprit dans tout. Il y a une vie, il y a une mémoire, il y a un vécu qui nous apporte toutes ces choses dans notre vie. Alors, nous, on reconnaît tout aspect de la nature. On reconnaît les pierres, l'eau, tout ce qui a un esprit. Et tout a un esprit, en fait. Alors, ça fait partie de notre cercle. Ça fait partie de la relation. Ce sont nos frères, sœurs. Et d'être capable de toujours tenir ça dans la tête, de dire, voici, ça nous prévient de faire ou de prendre des décisions qui pourraient apporter un tort à ces choses. Quelque chose qui manque beaucoup dans la vie moderne. Mais quand on fait des présentations, tout le monde nous demande, mais comment le saviez-vous hein, qu'il y avait ces vies spirituelles, c'est pas toujours écrit partout, mais ça, c'est documenté. C'est certain qu'on voit qu'avec les études qui ont été faites, il y a beaucoup de cérémonies qui ont été documentées, des cérémonies spécifiques qui étaient rattachées aux vies spirituelles. Parce qu'avoir quelqu'un bispirituel dans ta nation, dans ton village, c'était vraiment plus qu'un atout, c'était vraiment chéri de l'avoir parce que ça voulait dire qu'on avait la capacité d'avoir une meilleure direction si nécessaire. Alors, un conseiller parmi nous. Et ça voulait aussi dire qu'on pouvait alors, les autres nations pouvaient venir aussi et faire confiance à ces individus. Alors, le rituel chez les Papagos, c'était un rituel de danse. Et en effet, les enfants qui étaient pour faire partie de la danse sont avertis d'avance qu'à un certain moment dans la danse, il va falloir qu'ils fassent un choix important. Parce qu'ils auront un temps limité de sortir du cercle. Pour leur faire comprendre ça, durant la danse, on mettait autour du cercle des branches, des feuilles séchées tout autour pour être capable de mettre le feu. Alors, imaginez, vous avez des petits enfants de 3, 4, 5 ans qui sont à l'intérieur, qui sont en train de jouer ou de danser, et que tout d'un coup, il y a un feu. Mais qu'il y a seulement une petite partie qui est ouverte pour être capable de sortir du cercle. Et ce que les enfants doivent faire pour être capables de sortir, c'est de prendre immédiatement ce qui est le plus important. Alors, si l'enfant sortait avec soit un panier ou peut-être ce qu'on avait mis dans le cercle, alors peut-être quelqu'un avait tissé quelque chose, peut-être un couteau, ça aurait pu être une arme de quelque sorte,
marche, peu importe. Ils avaient quelques instants pour choisir ce qui était important. Alors, ce que les aînés disaient, c'était que s'ils sortaient, l'objet avec lequel ils sortaient, c'était l'objet chéri, qui déterminait leurs intérêts. Alors là, on le confiait aux aînés dans la communauté pour leur donner la formation pour être capable de faire ressortir alors ce don qu'ils avaient, ce talent qu'ils avaient. Chez les Moables, il y avait un rituel très semblable, mais c'était semblable dans le sens que c'était une danse. Mais l'idée derrière la danse, c'était que quand on danse pendant longtemps, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Sundance. Un Sundance peut durer 5 jours. Les personnes qui sont acceptées à faire le Sundance sont attachées à un poteau à travers leur peau. Alors, on les accroche dans la peau. Et ils font le tour du poteau à danser constamment. Alors, il y a beaucoup de préparation pour cette danse. Alors, ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Et à la fin de la danse, quand c'est fini, ils vont se laisser aller et tomber pour être capable de se déchirer et d'être capable de se libérer du poteau. C'est une danse aussi qui dure tellement longtemps. Ça veut dire qu'avec le temps, ce qui arrive, c'est que vous perdez vraiment contact avec le présent et qu'il faut se fier avec les yeux intérieurs pour continuer. Alors, vous passez au monde spirituel. Pareillement, avec cette danse chez les Moables, c'était ça qu'on dansait pendant longtemps. Et au point où on pouvait laisser son côté physique de côté et continuer avec une vision plus spirituelle. Et on disait qu'à ce moment-là, ce que ça voulait dire, c'est qu'on se laissait vraiment aller et on s'exprimait vraiment de la bonne façon. On s'exprimait de la façon, on s'exprimait en lien avec son esprit. Et si on reconnaissait des individus qui potentiellement étaient bispirituels, bien là, on pouvait les prendre et et les confier à des anciens, des aînés bispirituels. Parce que ça serait surtout, c'est une formation très spécifique dans les rituels, les cérémonies et tout ça. Alors, c'est pas n'importe qui peut apprendre tout ça. OK, fait que là, mon téléphone fait toutes sortes de niaiseries, je ne sais pas pourquoi. Alors, ces cérémonies sont là. De plus, on a trouvé beaucoup de pièces artistiques à travers l'histoire qui nous démontrent que toujours il y avait cette notion de bispiritualité. Voici, on voit quelque chose qui avait été tissé il y a longtemps, qui démontre vraiment la balance ou l'équivalence entre l'homme et la femme dans un individu. Alors, quelqu'un qui pouvait être aussi tant homme que femme et qui pouvait jouer aussi les rôles, peu importe. Alors, pouvait vraiment se transformer d'une à l'autre, d'une identité à l'autre, et aussi qui pouvait jouer dans les différents moments. Sur un côté, on voit le soleil, que nous, chez nous, on voit comme étant l'aspect masculin. La lune, grand-mère lune, qui est féminin. Et en haut, on voit la combinaison des deux, la terre. Et la terre est féminine. Alors, ces individus étaient capables de vraiment voyager dans tous ces domaines. Des rôles qui ont été documentés aussi, des rôles très spécifiques aux pays spirituels. Ici, on voit une situation, c'est fin d'une chasse. Et ce qu'on disait, c'est que la chasse n'avait pas été aussi bonne qu'on avait prévu. Alors, pour aider aux chasseurs de mieux voir les choses, on confiait le temps aux clowns.
rôle très spécifique dans la communauté, la personne qui a le don de faire rire dans n'importe quelle situation. Il y a plusieurs histoires des clowns et des actions des clowns, ainsi que les paroles des clowns, d'où vient aussi, je pense, l'aspect humoristique des Premières Nations. Nous, on aime bien rire, même en plein milieu de désastre. Nous pouvons trouver toujours quelque chose à nous faire rire, dans une bonne humeur dans tout ça. Alors, c'était des individus très spécifiques à la communauté. Et à remarquer aussi que les habits peuvent être, c'est difficile de dire, est-ce que c'est vraiment un homme ou une femme? Ou les deux? Peu importe. Il y a aussi à travers l'histoire des rôles très importants qui ont été documentés avec des noms spécifiques des individus. On a le chaman Ashtish. Ashtish qui a passé sa vie au complet habillé en robe, en femme, aspect femme. Et quand j'utilise ce mot-là, ça veut dire parce que je me fie au langage européen. Alors, il avait une famille complète, il avait des enfants, très respectés dans sa communauté, dans sa nation, même au point de dire qu'il était capable de jouer plusieurs rôles parce que lorsqu'ils avaient besoin, ils avaient été attaqués, c'était la bataille de... alors, il est devenu guerrier, alors il a pris ses armes, il a poursuivi sur son dos de cheval. Il a été tellement, il a eu tellement de succès qu'on lui a donné le nom aussi de Finds Them and Kills Them. Alors, il était aussi doué comme guerrier comme il était chaman dans la communauté. Nous avons une figure au centre qu'on voit souvent, on parle souvent de la princesse unie, Wiwa, qui avait été invitée à Washington, D.C. Et avec le président Grover Cleveland, elle l'a rencontré et a même eu plusieurs banquets à son nom. Et personne ne savait jamais qu'en effet, il avait été né mâle, masculin, c'était un masculin. Mais avait vraiment, vraiment pris son rôle comme porte-parole de la communauté unie. En effet, c'était une découverte qui avait été faite par une enseignante qui visitait les Nations unies, qui a remarqué que Wiwa avait un don incroyable d'apprendre les langues. Et dans une période très limitée, elle avait appris l'anglais. Alors, les aînés de la communauté ont réalisé aussi qu'elle pouvait alors représenter les intérêts de la Nations unies auprès du gouvernement fédéral à Washington. Alors, ils voulaient vraiment qu'elle représente les unis. Et c'était en effet son rôle quand il est arrivé à Washington. Le président était tellement content d'avoir rencontré cette princesse unie qu'il lui avait donné permission même de s'installer sur le gazon de la Maison-Blanche avec ses appareils pour tisser, parce qu'elle était aussi douée. Elle était tisseuse incroyable, apparemment. Alors, tout le monde venait et pour voir ce qu'elle faisait, elle leur parlait alors de sa nation et de quels étaient les enjeux présentement, difficultés avec les négociations avec le gouvernement fédéral, les Américains et tout ça. Alors, elle a joué un rôle très important. Et c'était à cause du fait qu'elle était spirituelle, qu'elle était capable de faire ce qu'elle a fait pour la Nation unie. Et nous avons aussi l'existence de Woman Chief, qui est aussi connue comme Pine Leaf, aussi guerrière de la nation Crow. Elle a passé sa vie habillée comme femme, mais elle était vraiment guerrière. Elle partait toujours avec les hommes à la guerre et beaucoup de succès. Elle a été très respectée dans sa nation parce qu'on sait bien qu'elle avait
3 familles au complet. Alors, 3 femmes avec des enfants dans chaque et 3 habitations différentes, ce qui représentait quelqu'un de très respecté dans la nation. Il faut dire aussi que, peut-être ce que je n'ai pas mentionné, c'est que le choix de partenaire comme personne spirituelle, peu importe, on pouvait choisir homme ou femme, mais c'était vraiment quelque chose de spécial d'être choisi par une personne spirituelle comme pour être partenaire. Alors, les 3 femmes, et on peut avoir plusieurs, c'est certain qu'on peut avoir plusieurs partenaires, homme, femme, mari ou femme. Dans les anciennes langues aussi, maintenant qu'on voit, on en parle beaucoup plus des différentes langues, on fait l'étude des langues anciennes, on trouve des termes ou des mots, des expressions pour être capable d'expliquer ces vies spirituelles ou ces individus spéciaux. Alors, chez les Diné, les Navajos, souvent on parle de Nadlé. Nadlé, qui est un tisseur transformé. Chez les Blackfeet, le mot Sapoma Piakwan, qui dit la personne qui peut être garçon-fille. Ou chez les Natoyi, qui est une femme sacrée, qui veut dire quelqu'un qui a été né masculin, au moins, mais qui semble suivre le cycle menstruel ou de reproduction. C'est très semblable au mot osage, des osages, qui est Miksuga, qui veut dire la même chose. Alors, quelqu'un qui est dirigé, un homme qui est dirigé par la Lune. Nous, on dit le cycle, c'est le cycle de la Lune. Alors, c'est le cycle menstruel. Ces hommes semblaient suivre ce cycle. Chez les Potawatomi, on parle d'individus extraordinaires. Ou chez les Yokut, c'est un état que j'aime beaucoup parce que ça explique un petit peu plus la vie spiritualité. C'est la personne qui est responsable pour les cadavres. Qui veut dire que c'est l'individu qui joue un rôle très important entre 2 choses. La vie physique et la vie spirituelle. Et responsable, cette personne est responsable pour diriger l'esprit de l'individu qui meurt à la prochaine, à la vie ou dans avec l'esprit ou dans la vie spirituelle. Chez nous, chez les Mohawks, les mots, je ne les ai pas écrits parce qu'ils sont longs de même. Il y a une expression qui vient définir ceux qui pensent différemment, qui ont la capacité de penser différemment, ou les 2 faces. Et les 2 faces, c'était des individus qui étaient choisis à s'asseoir à l'intérieur de la Maison Longue et qui faisaient la médiation entre les clans. Alors, non seulement interprètes, mais pouvaient voir les intérêts de tous les clans. Chez nous, il y en a seulement 4. Alors, mais les 4 clans pour être capables d'arriver à une décision commune. C'est aussi une valeur. Il y a l'existence de mythes et de légendes. Et ces légendes, il y a une légende en particulier qui parle de la création de la personne vie spirituelle, qui est vraiment en termes de création d'énergie. Et on raconte comment, en général, on voit que l'enfant est créé de 2 énergies. L'énergie vient de la mère ou de la femme et de l'homme. Et que lorsque l'union est une bonne union, alors il y a un enfant qui va être développé. Ça se dit qu'il faut en sortir. Mais quand on parle d'être bispirituel, on parle du fait que l'esprit ou l'énergie vient de 2 différentes places. Il vient du ciel et de la terre. Le ciel qui appartient au soleil et la terre qui est féminine, notre mère. Et on dit que quand les 2 se rencontrent, alors au coucher du soleil, c'est le moment de l'union entre les 2. Et que si l'union est je perds mon mot, là, mais si c'est une bonne union,
Ce qui arrive, c'est que vous allez voir une petite lumière verte à l'horizon, qui veut dire qu'on vient de créer une personne plus spirituelle. Poétique. Oui, moi j'aime ça. Je préfère cette histoire que celle de... Avec cette histoire, je suis allée faire un petit peu plus de recherche parce que je voulais vraiment avoir quelque chose de plus concret qui parle de cette union entre le ciel et la terre. Et j'ai trouvé l'histoire du chasseur des monstres, qui est une légende unie. Et supposément, le chasseur des monstres est l'enfant du ciel et de la terre. Et encore, si vous voyez, on ne peut pas déterminer sa biologie, mais qui joue un rôle très important. Parce que quand on parle de monstres, c'est certain que ce n'est pas nécessairement des... Ça peut être des monstres physiques ou des monstres réels dans notre monde, mais c'est aussi nos pensées, nos émotions, les choses qui nous traversent, les choses qui nous empêchent de vivre, heureusement, ou de poursuivre notre vie. Alors, le chasseur des monstres connaissait alors les cérémonies qui se rattachaient à d'aller trouver les monstres chez l'individu et ensuite de faire ce qui était nécessaire pour chasser les monstres de cette personne. Nous avons quelque chose de semblable chez les Moas, ou chez les Iroquois même. On les appelle les False Faces. Et ces gens nous visitent à l'automne. Il y a une cérémonie spécifique. Et c'est des individus qui portent des masques très bizarres, très épeurants, et qui rentrent à la Maison Longue pour chasser les monstres, pour chasser les esprits mauvais qu'il peut y avoir, ou qui restent à l'intérieur. Et aussi faire très peur aux gens qui sont là, peu importe l'âge. On parle aussi de la place pour les vies spirituelles et la façon qu'on s'exprime. Et en effet, ça vient de Sylvia Miracle, cette explication. Sylvia nous a expliqué une fois disant que quand on veut se trouver, parce que c'est difficile présentement de trouver sa place dans nos communautés, parce que tellement de choses ont changé. Il faut penser que ceux qui vivent typiquement une vie hétérosexuelle, soit masculin ou féminin, eux ont alors des places qui sont déterminées au haut du cercle. Alors ça veut dire que quand on est à la Maison Longue, pour exemple, il y a certaines places pour les hommes et les femmes dans nos maisons longues. Il faut dire que c'est vraiment colonisé à ce point-ci. L'aspect traditionnel a changé beaucoup, beaucoup. Mais que quand on parle d'individus homosexuels, mais pour eux, ils ont certaines places prédéterminées dans nos communautés, dans les cérémonies, dans nos maisons longues. Mais quand on parle d'individus bispirituels, c'est le cercle complet. Parce que la personne bispirituelle se transforme et prend sa place où on en a besoin. Alors, très belle tradition. Ce n'est pas la réalité de nos jours. Même à la Maison Longue, ça commence à changer un peu, mais il faut dire que c'est difficile. C'est difficile vraiment, même ceux qui se disent d'avoir poursuivi la vie traditionnelle. Il faut dire qu'on a eu beaucoup, beaucoup de choses qui sont venues changer nos valeurs, nos pensées, ainsi que la façon qu'on fonctionne. C'est certain que la colonisation a eu beaucoup, beaucoup d'effets. On passe beaucoup de temps de ces jours-ci de parler de la décolonisation. C'est un long trajet. Il faut toujours maintenir l'idée qu'on a un contexte dans lequel les Européens sont arrivés ici. En passant de l'Europe, où on avait eu les effets de la guerre, des épidémies, des famines.
sont arrivés avec le besoin de repopuler, non seulement l'Europe, mais aussi d'aller trouver de nouveaux angles pour remplir les sièges de l'Église. Et en plus que ça menait à la fameuse, aux fameuses lois qui disaient que toute expression sexuelle qui ne menait pas à la procréation n'était plus tolérée. On connaît qu'en réalité, c'est vraiment la pensée avec quoi ils sont arrivés ici au Nouveau Monde. Alors, imaginez ceux qui sont arrivés pour voir que les gens vivaient dans un système unifié, des expressions sexuelles ouvertes, non restrictées, non défendues. Ça veut dire que c'est un choc culturel incroyable de la part de ceux qui sont arrivés. C'est vraiment un choc culturel pour nous aussi, c'est certain. Alors, pour eux, il fallait faire tout le nécessaire pour être capable de éliminer tous ces terribles habitudes, connaissances, croyances, jusqu'au point même de faire une destruction très incroyable. Ça, c'est une plaque qu'on voit souvent qui démontre la destruction ou la mort des individus spirituels avec l'utilisation de chiens affamés. C'était vraiment on les voyait comme des démons, alors les êtres spirituels, alors il fallait absolument les détruire. C'est certain que oui, ça détruit plusieurs individus, il y a plusieurs individus qui sont morts de cette façon, mais que ça n'a pas éliminé les traditions, les connaissances de la vie spirituelle. Alors, il fallait en faire beaucoup plus pour être capable alors d'assimiler les populations des Premières Nations. Et c'était là où on commençait l'idée de génocide culturel. On en parle maintenant ouvertement de ce génocide qui partait de la traite des fourrures au XVIIe siècle, qui apportait avec tout ça de nouvelles valeurs. Question de propriété privée, nous, on n'a pas de propriété, même aujourd'hui, de nos jours. J'essayais d'expliquer ça, que chez nous, on a la maison, c'est à nous la maison, mais en réalité, la terre sur laquelle elle est située ne nous appartient pas. Il n'y a pas de l'eau. Ça veut dire, si jamais la communauté voulait qu'on déménage, là, il faudrait prendre notre maison et déménager. Alors, il y a des individus qui ont fait ça même dans la communauté. Alors, ce n'était pas quelque chose qu'on avait, des propriétés. Tout le monde s'en servait. Et c'est certain que dans certaines communautés, cette valeur est toujours là. Lorsque je me suis trouvée dans le Grand Nord, dans mes premières années en enseignement, chez les Inuits, je me souviens du fait qu'une journée, je suis arrivée à l'école et puis le concierge n'était plus là. Il y avait maintenant un autre concierge. Alors, j'ai demandé, mais qu'est-ce qui est arrivé? Il faisait une bonne job. Tu sais, pourquoi il n'est pas là? Il est malade. Puis le directeur de l'école m'a expliqué, il dit, ben non. Il dit, c'est que voici que le concierge qui était là, sa femme vient d'avoir un emploi dans la communauté. Fait que là, ils ont un revenu constant dans la famille. Mais voici que ce nouveau concierge, lui, il n'y avait pas de revenu dans sa famille. Fait qu'on lui a donné la position. C'était de la même façon lorsqu'ils allaient à la chasse ou à la pêche. C'était pas le chasseur ou le pêcheur qui gardait les animaux, qui gardaient la viande ou le poisson. C'était tout mis dans un petit entrepôt au centre du village. Bon, au centre du village, dans le village, et que la porte était toujours ouverte et qu'ils allaient chercher ce qu'ils avaient besoin. Du même pour les outils. Je me souviens que j'étais à la maison, qu'on attendait à la radio, c'était seulement la radio, que la personne qui a emprunté le marteau, pouvez-vous le ramener parce que j'en ai besoin? C'était comme ça. Fait que les valeurs sont toujours là dans plusieurs des cas. On ne considère pas cette question, il n'y a aucune question de dominance masculine, ça on l'a expliqué tantôt, ainsi qu'une dominance de race. Et ça c'est venu avec les Européens.
L'hétérosexisme, c'est quelque chose qui est venu avec l'histoire européenne. Mais avec eux aussi, ils ont apporté plus que les valeurs, les maladies certainement, avec la varicelle, avec plusieurs autres maladies aussi. On a perdu jusqu'à 2/3 de nos populations à travers le Canada. Et c'était très, très sérieux. Mais ça débute. C'était pas par accident non plus. C'est bien documenté et même on en parle ouvertement maintenant que ce qu'ils faisaient, c'était de prendre des couvertures qui étaient déjà contaminées et qu'on les apportait ou on faisait la traite avec les individus dans la communauté pour qu'ils prennent ces couvertures ou qu'on laissait même des corps de défunts tout près des villages parce qu'on voulait vraiment éliminer les populations autochtones. Parce qu'on voulait ce qui était plus précieux pour cette culture, la terre. Pour ne pas être capable de ne pas avoir à répondre à une autre nation. À travers les multiples traités au 19e siècle, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des positions très actives pour être capable de dépayser les nations autochtones. Et c'est à ce point-là qu'on a commencé à diviser les terres qu'on s'était appropriées, ainsi que de physiquement déménager des nations, des gens qui vivaient depuis le début, qui vivaient dans ces régions pour les placer ailleurs. D'où vient cette notion des réserves? Alors, ça date de 1842, avec l'Union des deux Canada, où le gouvernement a décidé d'établir des lois très spécifiques pour déménager les populations autochtones sur des petits territoires prédéterminés, c'était les réserves. Mais avec tout ça, il fallait aussi assurer de prévenir qu'on reprenne nos terres ou qu'on se défende. Alors, le marché d'alcool a joué beaucoup dans ça. Et en plus, on a ajouté les lois spécifiques qui est écrit dans les actes des Indiens. Le premier, qui date de 1846, est celui qui enlève toute possibilité de se défendre. À l'intérieur de cet acte-là, qui est toujours aujourd'hui, ça a changé, je pense, tout récemment. On a enfin enlevé certaines clauses qui disaient que l'individu d'origine autochtone ne pouvait pas sortir de sa réserve sans avoir la permission de l'agent du gouvernement qui vivait dans la commune. Alors, si tu voulais visiter de la famille, il fallait demander permission. En plus, si on avait un emploi, on doit faire quelque chose à l'extérieur de la réserve. On n'avait pas le droit, il fallait demander permission. C'était l'agent qui décidait lui-même si on donnait permission. Si on voulait vendre ou acheter quelque chose, il fallait demander permission. Alors, tout fallait être accordé permission par cet agent. Et les agents sont restés dans nos communautés jusqu'aux années 1960. C'était les agents aussi qui déterminaient qui était autochtone et qui ne l'était pas. Parce qu'avec l'acte des Indiens, le gouvernement a rendu officielle la reconnaissance de toute personne autochtone comme ayant le statut d'enfant, qui demandait à avoir un tuteur pour prendre toute décision importante sur leur vie. C'est toujours là. Ça peut changer. Alors que dorénavant, il prendrait toutes les décisions importantes pour les Premières Nations. Avec ça, ça donnait permission au gouvernement de faire tout ce qu'il voulait faire. On entend parler souvent des pensionnats et d'où vient la loi donnant permission au gouvernement de décider que toute personne autochtone ou les familles autochtones n'avaient pas les moyens nécessaires d'élever de bons citoyens canadiens. Et en plus, parce qu'il fallait, en anglais on dit «
take the Indian out of the Indian. Mhm. Il fallait vraiment poursuivre le projet d'assimilation au point où l'individu ne pourrait plus retrouver ses origines. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? On s'attaque aux enfants. Alors, alors la première, 1876, c'était l'ouverture du premier pensionnat. Le dernier, saviez-vous quand ça a fermé? Ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. 1992. Hey! C'était une obligation d'envoyer les enfants au pensionnat qui était situé très loin des réserves pour assurer que les enfants ne se sauvent pas pour retourner chez eux ou que les parents aillent les chercher. En plus, pour s'assurer de ça, on leur disait « Ah, vous ne pouvez pas retourner, les parents sont décédés, les parents sont morts, etc. » Alors, on créait des histoires pour faire peur aux enfants. Donc, il y a beaucoup de raisons pour avoir peur au pensionnat. Mais l'idée, c'était de vraiment commencer l'assimilation à un très jeune âge, à un très bas âge, pour assurer qu'on leur donnerait les bonnes valeurs, les bonnes idées, pour qu'ils deviennent de bons citoyens. Et si on devenait de bons citoyens, et on agissait comme de bons citoyens, ça voulait dire qu'on pouvait mettre de côté notre identification comme personne de Première Nation. Ça voulait dire qu'on perdait notre statut intime. Si tu voulais poursuivre des études postsecondaires, il fallait signer un document qui disait que tu n'étais plus intime. Si tu devenais soldat dans l'armée. Une armée est une organisation. Ça, c'est vrai. Si tu voulais devenir soldat dans l'armée, alors la Première, Deuxième Guerre mondiale, ça voulait dire que tu n'étais plus personne indienne. Tu étais maintenant citoyen canadien. Alors, ça veut dire que tu n'avais plus le droit de retourner chez vous à ta réserve avec ta famille. Tu allais déménager. Si tu mariais quelqu'un qui n'était pas d'origine amérindienne, qui n'était pas Première Nation, tu allais déménager. Tu n'avais plus accès à vivre sur la réserve. Ça, c'est une loi du gouvernement fédéral que ceux qui sont très colonisés de chez nous ont de la difficulté à accepter. Et même rendu aux années 1960, mais là, on a fait la même chose. On déterminait d'avance que les familles n'étaient pas capables d'élever des enfants, de bons citoyens. Alors, il fallait enlever les enfants et les mettre avec d'autres familles canadiennes. Le fameux premier ministre Jean Chrétien a même adopté son fils de cette façon. Alors, c'était des individus, des familles, des enfants qui ont été séparés à un très jeune âge. Je ne sais pas si vous connaissez Nagousset, qui gère le centre des femmes ici à Montréal. Native Women Shelter. Elle est très active dans tout ce qu'elle fait. C'est une qui a été enlevée à un très jeune âge, je pense qu'elle avait 2 ans. Elle a été placée et a été élevée avec une autre famille toute sa vie. Elle vient de rencontrer sa sœur, tout récemment. Parce que là, on a ouvert les dossiers qui permettent aux gens d'être capables de retrouver leur famille. Et pour assurer que tout fonctionne bien dans les communautés de la façon que le gouvernement fédéral voulait que ça fonctionne, on a imposé un système gouvernemental. On a carrément banni tout gouvernement traditionnel. Et on a imposé un système de chefs de banque, les fameux conseils de banque, qui sont élus. Alors, c'est certain que dans nos communautés, on est très divisés. Le gouvernement fédéral communique seulement avec les conseils de banque. Il n'a rien à faire avec n'importe quel autre système de gouvernement. Alors, tous les sous qui viennent du fédéral doivent passer par le conseil de banque.
Alors, si les conseils de bande ne sont pas là, ça veut dire que toute communauté est laissée sans support, sans appui. Alors, j'arrête une minute parce que là, on voit où on a vu les choses qui ont été faites pour, en général, assimiler les communautés. C'est certain que ceux qui étaient bispirituels ou qui avaient de traditions ou de rôles importants à jouer dans les communautés, pour survivre, les pensionnats, il fallait absolument devenir invisibles. Nos langues sont devenues presque invisibles. En arrivant au pensionnat, on faisait deux choses. On coupait les cheveux, trois choses. On coupait les cheveux des enfants. Chez nous, c'est important, c'est notre lien avec la terre, notre mère. On brûlait les vêtements des enfants. Les parents, même s'ils n'étaient pas d'accord que les enfants quittent pour aller au pensionnat, nous, chez nous, quand il y a un événement spécial qui arrive dans la vie d'un enfant, on prend longtemps pour leur créer des vêtements, de leur faire tisser des vêtements ou leur coudre des vêtements importants. Comme quand mes enfants ont gradué, mais c'est certain que maintenant, ça prend longtemps aussi de faire les mocassins, les vêtements et tout qui va avec, parce que c'est fait avec l'amour de la famille pour les accompagner à leur prochaine étape dans leur vie. Et les parents vont passer beaucoup de temps à faire ça, mais en arrivant, on les prenait, on les brûlait. La troisième chose qu'on leur disait, c'est que vous êtes des sauvages, et vous parlez une langue sauvage, alors vous n'avez plus le droit de parler ces langues sauvages parce que vous allez être battus si vous le faites. Et en réalité, ils étaient battus souvent pour avoir même prononcé un mot dans la langue originale. Les individus qui étaient peut-être non pas typiques des genres ont été abusés horriblement. De plus, les abus dont on en parle présentement, les abus physiques et les abus sexuels qui ont été commis dans les pensionnats et dans les écoles fédérales établies dans nos communautés, étaient de nature homosexuelle. Alors, ce qu'on apprenait, c'était que cette expression sexuelle était liée à une violence, était mal, était un péché. Alors, ce qui est arrivé à cause de la colonisation, c'est que les individus des communautés des Premières Nations ont subi des pertes, mais aussi l'être bispirituel en a subi deux fois. Comme personne de Première Nation, comme toute personne de Première Nation, et en plus, comme personne bispirituelle. Alors, la perte d'identité de personnes comme Première Nation, on la vit à tous les jours. On peut demander à nos jeunes, ça veut dire quoi, être Mohawk uniquement? Ils n'ont pas de réponse. Autre que la fameuse carte indienne. Cette carte indienne, c'est un numéro qui a été déterminé par le gouvernement pour identifier les personnes qui sont de Première Nation. Très semblable au tatouage qu'on avait là, lors de la Deuxième Guerre mondiale. On n'était pas dans des camps de concentration, mais des pensionnats. Comme première personne de Première Nation, contact avec la pratique culturelle et de nos cérémonies. Ça se perd quand on n'a pas la chance, comme le fameux Ohan Dugalwadekwa, qui nous rappelle de nos liens avec tout. Du côté des connaissances, des compétences de famille, les parents, souvent, on entend ça, il y a tellement d'abus, il y a tellement d'ici dans nos communautés. Après 3 générations, je ne sais pas comment élever les enfants. Ceux qui revenaient des pensionnats, ils revenaient avec ce qu'ils avaient appris, la violence, les abus.
c'est difficile, souvent on parle de ça, on en a envie, parce que rire de tout ça, c'est qu'il y a toujours cette difficulté à s'exprimer dans nos communautés, surtout d'exprimer une amitié, un contact physique. C'est très difficile. Et on le vit, on en parle souvent parce qu'on tente de développer des façons d'aborder le sujet, premièrement, et aussi de montrer qu'il y a vraiment une sécurité à s'exprimer et d'être avec d'autres personnes. Ça avance, mais c'est vraiment, il faut vraiment faire un retour complet, comme ils ont fait, eux, et adresser les petits-enfants d'un très jeune âge. Mais si ces enfants qui ne sont pas avec nous retournent dans des familles qui ne sont pas capables de faire le suivi, mais là, on tombe toujours au moins. Alors, ça prend beaucoup de temps. Et la question qu'on nous pose souvent, c'est que ça prend combien de temps avant que les Premières Nations guérissent? Ça prend longtemps. Le dommage qui a été fait a été vraiment... c'est un gros dommage qui a été fait. À l'intérieur aussi, on a perdu ce respect pour l'aspect féminin. Qui voulait dire que n'importe quoi qui avait cet aspect féminin, que ce soit la femme, qui a perdu son rôle, ou n'importe qui pouvait être un petit peu plus féminin, mais là, on s'attaquait. On visait souvent de violence. Pour l'aide bispirituelle, c'est certain qu'ils ont perdu toute connaissance de la bispiritualité. Il y en a certains qui ont gardé, ceux qui ont été capables de vraiment là, tenir des liens, mais il y en a très, très peu. Ils n'ont pas eu la chance de prendre leur rôle important dans les communautés, mais c'est la sécurité dans sa famille et sa communauté. C'est là où on a perdu le plus. C'est là où on lutte le plus. Parce que les familles ont vécu les mêmes choses, les mêmes temps. Alors, c'est assez difficile d'être capable d'accepter une personne qui est différente à la famille. On parle d'une population qui a été élevée plusieurs générations maintenant avec la honte de sa culture, et qui ont développé une impuissance apprise, qui se voit comme étant inférieure, victime, et qui ne voit jamais la chance de s'en sortir, qui n'a pas confiance ou qui voit le monde plutôt avec une méfiance. Quand on vient chez nous, il faut souvent que je m'en rappelle, c'est que quand on nous demande de faire de quoi, on vient chez nous, souvent la première question, c'est que vous voulez quoi, là? Qu'est-ce que vous voulez nous enlever maintenant? C'est toujours là. On reste invisible ou on pratique la violence latérale. La violence latérale, c'est assez facile à comprendre. C'est que quand on vit tellement de générations d'oppression, cette fois-ci, ça vient de la population, la culture dominante, qui, avec l'aide de l'Église et du gouvernement, ont été capables de mener une campagne assez longue sur les populations autochtones. Les populations, eux, répondent en développant cette notion de honte et la perte de soi, et qui fait que plusieurs des enfants ont refait ce qu'on vit. On répète ce qu'on vit. Alors, eux-mêmes deviennent les agents d'oppression. À l'intérieur de nos communautés, présentement, on parle toujours de ceux qui luttent, ou les factions qui se luttent. Les individus, vous avez trop d'éducation, c'est qui vous aiment plus que tout. Tu vas à l'église. Voilà. T'aimes pas ça, la vie traditionnelle? Il y en a d'autres qui vont travailler pour les centres d'éducation qui sont chez nous, la première école qui dessert du ministère de l'Éducation dans notre communauté. C'est pas facile à faire, parce que ça, c'est l'ennemi. Hein?
tu travailles pour le gouvernement provincial. Si tu me présentes, vous avez tout entendu des gros débats avec les mariages aux non-autochtones. Hein? On veut faire déménager 140 familles de la communauté. Ça existe pas seulement dans notre communauté, il y a certaines autres communautés. Mais à l'intérieur de tout ça, quand on apprend, on devient oppresseur. Il faut aussi trouver une victime commune. La victime commune, c'est un peu spirituel. Parce que ça relève des torts. Ça nous rappelle des torts dans les pensionnats. Ou quand les enfants ont été envoyés dans des familles d'accueil. Alors, en général, dans nos communautés, ouais, les vies spirituelles vont être au bas, ils vont sentir la pression de toutes les différentes factions. Et encore, comme conséquence, il y a des conséquences comme personne de Première Nation. On vit aussi, encore en double, comme personne spirituelle. Question de violence vers les femmes. On en parle beaucoup de nos jours. C'est certain que les statistiques nous indiquent que c'est très élevé dans nos communautés. Surtout la disparition, les meurtres des femmes autochtones. Le suicide, les taux de suicide sont très élevés. Ou le fait que le taux de suicide chez les jeunes, et là, quand on parle de ceux qui ont 16 ans et moins dans nos communautés, c'est très élevé comme dans nos communautés. Comme personne bispirituelle, tout ça, ça nous affecte, mais encore plus comme personne bispirituelle. Ce qu'on n'entend pas parler quand on parle des femmes disparues ou tuées, ce sont les statistiques envers les personnes transgenres ou bispirituelles dans nos communautés. Et pour être gay, lesbienne dans nos communautés, c'est certain que c'est très souvent une des raisons pour lesquelles les jeunes vont se suicider. Tu as un choix dans plusieurs communautés que soit tu vis la violence, soit que tu te changes, tu vis la violence ou que tu quittes ta communauté. Mais en quittant ta communauté, ça veut dire que tu tues cette partie de toi-même, ton identité. Et souvent, les jeunes vont dire, mais il faut que j'aille vivre ailleurs, je ne serai plus cri, je ne serai plus montagnais ou nascapi, je ne serai plus. Ça veut dire que je touche bien d'abandonner, de me tuer. Alors, s'afficher comme une personne qui est différente, une personne qui a une différente orientation sexuelle, une personne qui s'habille comme homme ou femme, ou un mélange des deux, ou qui est capable de discuter de certains sujets à différents niveaux, c'est certain que ce n'est pas nécessairement accepté dans nos communautés, souvent pas accepté du tout. On vit de la violence vis-à-vis nos familles d'origine. On va vivre aussi toute l'histoire de la violence et des abus sexuels ou physiques dans nos familles parce que on rattache l'expression homosexuelle ou la différence à quelque chose qui a apporté tellement de tort ou de blessures. Souvent, dans les communautés, les choix de partenaires laissent à désirer. Il n'y a pas beaucoup de choix dans nos communautés. Et étant donné que les bispirituels vont vivre, les gays, lesbiennes et les bispirituels vont vivre tellement de pression, tellement de choses dès un bas âge, ce qui va arriver, c'est que rendu à l'adolescence, la santé mentale en souffre. Ça veut dire que les choix de partenaires, souvent, on voit qu'il y a le choix de partenaire peut être avec quelqu'un qui n'est vraiment pas
à la bonne place et que ça apporte encore plus de pression de la part, on voit ça plus négatif. Surtout si on fait l'utilisation régulière ou des abus de stupéfiants, que ce soit l'alcool ou la drogue, il y en a beaucoup. Si ça a eu des effets sur notre santé physique et mentale, c'est certain que la personne va avoir beaucoup de difficultés à s'afficher en communauté. Et souvent, il n'y a pas de ressources à l'intérieur de nos communautés, donc il faut absolument trouver ces ressources à l'extérieur. Pour développer son identité, il faut toujours tenir compte qu'il y a un cheminement à faire à cause de la honte qu'on a vécue. Alors, passer de c'est de ma faute, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Comment je me changer pour être capable d'être plus accepté dans la communauté. Je reste toujours victime. Je serai toujours victime. Pour enfin venir à un point de dire, ben écoute, là, je suis survivant vraiment. Et que je suis un être humain. Et ça demande du respect. Certains vont décider à ce point-là de soit quitter la communauté pour poursuivre leur vie ou commencer à lutter à l'intérieur de la communauté pour commencer à changer les choses. Parce que pas tout le monde va partir. Et de faire alors son coming out dans la communauté. Et de passer des étapes de développement de son identité pour enfin arriver au point de synthèse. Je suis spirituelle et je prends ma place dans ma communauté. Je trouve les alliés qui sont là pour m'appuyer, pour m'entourer même, pour m'aider à faire ce cheminement. D'où vient le travail qu'on fait avec les jeunes des communautés. Parce que eux, quand ils retournent dans leur communauté, ils ne sont pas seuls. Et on fait du travail avec les familles, en plus, pour les appuyer, pour être capable d'être là, toujours avec eux, et de commencer le changement à l'intérieur des communautés. Il faut dire que présentement, dans les communautés CRI, on voit beaucoup, beaucoup de changements. Tout ça pour arriver, pour tenter de définir ce fameux terme vie spirituelle. Alors peut-être vous aurez votre réponse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme qu'on peut utiliser pour vraiment parler des individus gays, lesbiennes, bisexuels, transgenres et transsexuels dans la communauté. Mais ça veut dire vraiment une personne qui vit une dualité dans leur vie. Alors, ça peut être comme personne autochtone avec un aspect spirituel. Ça peut être une personne qui a une différence de genre, identité sexuelle ou orientation sexuelle parce qu'il vit dans les deux. Ou ça peut être aussi la personne qu'on disait typiquement bispirituelle dans l'histoire, qui était la personne qui se voit transcender sa couche physique pour vraiment vivre dans le monde spirituel en même temps que le monde physique. Alors, vraiment, nous sommes ancrés dans notre histoire. Il y a beaucoup, beaucoup d'exemples de gens spirituels qui ont eu des effets incroyables sur leur communauté. On voit de plus en plus nos filles et nos fils qui vont vraiment s'afficher ouvertement. Les autres membres de la famille qui jouent des rôles importants, les oncles et les tantes sont importants dans nos communautés. Il ne faut pas nécessairement qu'on soit même lié du côté biologique, mais qu'en réalité, ce sont des individus qui jouent des rôles importants dans nos communautés. Que ce soit des mères, des sœurs, des frères, on voit de plus en plus des professionnels dans nos communautés qui vont s'afficher ouvertement. Chez nous, une de nos chefs de bande, personne bispirituelle, ça a avancé les choses, ça. Des danseurs d'esprit qui nous parlent de l'aspect spirituel. Des cousins.
nos voisins, les membres de la communauté en général. Cette année, on va tenter d'avoir une rencontre vie spirituelle à l'intérieur d'une communauté, directement à l'intérieur d'une communauté. Il dit, c'est le temps. Mais il faut toujours penser que nous sommes fiers d'une histoire incroyable, que nous pouvons maintenant prendre nos places, devenir plus actifs, parce que nous serons toujours des vies spirituelles. Important rôle à jouer, non seulement dans la vie de nos communautés, mais je dirais dans le monde en général, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre des individus spirituels.